On est de retour à la REF santé sur, comme je l'ai dit, la santé. Et on va attaquer la troisième séquence, l'avant-dernière séquence, sur la thématique du réformer pour mieux soigner. Point d'interrogation. Et j'appelle les participants à monter sur scène. On est de retour sur le plateau du MEDEF pour la REF Santé et le troisième débat qui concerne le soin, réformer pour mieux soigner, point d'interrogation. Un débat qui sera mi-présentiel, mi-distanciel. À ma gauche, je salue le professeur Franck Chauvin. Bonjour, professeur. Président du Haut Conseil de la Santé publique et auteur de Dessiner la santé publique de demain. Nous avons en distanciel, et je pense qu'ils sont connectés, David Gruson, qui est le président d'Etikia et directeur du programme de santé de Lumines. Bonjour David. Et nous avons Pierre-Henri Bréchat, médecin spécialiste de santé publique, membre de l'Institut Droit et Santé, également en distanciel. Bonjour Pierre-Henri. Et nous attendons, qui va pas tarder à arriver, Aude Niadanou, qui est la fondatrice de l'Hôpital et auteur d'un rapport sur la prévention des jeunes qui a été remis à Olivier Véran avant le changement de gouvernement. On va commencer en distanciel avec Pierre-Henri Bréchat. Vous vouliez, pour démarrer cette table ronde, expliquer un petit peu aux internautes et aux personnes présentes dans la salle ce que c'était que concrètement la vie d'un responsable d'un hôpital et les contraintes avec lesquelles il devait gérer son établissement. Il faut que vous ouvriez votre micro, monsieur Bréchat, me dit-on, dans l'oreillette. Bon, on reviendra un petit peu plus tard sur M. Bréchat avec sa vie, ma vie de responsable d'hôpital. Monsieur Chauvin, vous, votre diagnostic est assez sévère sur la situation de l'hôpital. Vous estimez que le système est totalement saturé par le nombre de malades parce que le système est bâti pour maximiser le nombre de malades et le nombre d'actes. Et qu'il n'est pas du tout adapté à gérer des crises chroniques comme celles qu'on vient de vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous voulez, d'abord, je pense qu'il faut réfléchir et il faut se mettre d'accord sur un diagnostic, parce que si on ne fait pas ce travail, on ne va pas y arriver. Et jusqu'à présent, on n'a jamais fait ce travail depuis 1945, c'est-à-dire la création de notre système de sécurité sociale et puis ensuite la création du système de santé qui, en France, et c'est une particularité, et Madame de Roche l'a bien dit, et d'autres aussi, est avant tout un système de soins. En 1945, notre système, à la fois assurantiel et de soins, a été construit sur l'idée suivante. Il peut vous arriver quoi que ce soit, l'État-providence est là et on vous soignera si vous tombez malade. Le contrat social a été fondé autour de ça. Et donc, globalement, ce qui s'est développé, c'est un système de soins qui, petit à petit, s'est développé essentiellement pour traiter des pathologies aiguës, au début infectieuses et d'autres pathologies aiguës. Et ce système a beaucoup de peine à s'adapter à la montée en flèche des maladies chroniques. Je donne simplement un chiffre. À mon avis, si on ne le prend pas en compte, là encore, on ne va pas y arriver. Il y a à peu près 32% de Français qui sont porteurs de pathologies chroniques ou assimilés à des pathologies chroniques. Un tiers de la population. L'augmentation des dépenses liées à ces pathologies a été de 12 milliards entre 2015 et 2019, c'est-à-dire que le taux de croissance, c'est 2,5% par an. Et il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Il n'y a aucun indicateur qui montre que ça peut s'arrêter. Comment on va faire ? Et si on n'a pas cette réflexion systémique, c'est impossible. Et donc, en fait, ce qu'on voit à l'hôpital, c'est un système de santé, et essentiellement un système de soins, qui est submergé par la demande, par le nombre de patients, par la croissance des pathologies chroniques, etc. Et tant la ville que l'hôpital sont complètement submergés par le nombre de patients. C'est parce qu'on n'a pas le bon paramètre pour regarder Parce qu'on a cru qu'on allait pouvoir absorber au fur et à mesure. Or, ces pathologies chroniques
dont on parle, on sait qu'à peu près, alors ça dépend, mais on pense que 25 à 30% pourraient être évités par des actions de prévention. C'est-à-dire, et la prévention, c'est quoi? C'est une action sur les déterminants de la santé. Et j'ai entendu des choses, bon, je n'ai pas le temps de répondre j'ai entendu des choses tout à l'heure, on n'a pas le temps de répondre, mais il faut arrêter de croire que c'est le comportement individuel des individus qui est uniquement responsable de la santé. Et il faut qu'on se mette d'accord sur autre chose, un autre chiffre. Un système de soins contribue pour 20-25% à l'état de santé d'une population. L'essentiel de la santé d'une population se passe ailleurs. Et quand vous regardez où se passent en fait les déterminants de la santé, ils sont essentiellement à la main des collectivités. Ils sont à la main des collectivités, avec les classes primaires, avec le logement, avec le transport, avec l'environnement, etc., etc. Et donc, si on ne veut pas avoir cette réflexion systémique, on pourra refaire le même type de colloque dans 5 ans, rien n'aura changé, c'est évident, si ce n'est que le système sera encore à saturation. Merci, merci professeur Chauvin. On va revenir à Pierre-Henri Bréchat, qui veut nous expliquer un petit peu c'est quoi la vie d'un directeur d'hôpital et surtout quelles sont les contraintes auxquelles faire face un responsable de santé dans un établissement hospitalier. Si vous êtes avec nous. Alors, on va passer à monsieur David Gruson, qui est directeur du programme de Lumines, de santé de Lumines. Et vous, bonjour David, vous vouliez un petit peu nous parler un petit peu de la réalité de ce que représente la transformation numérique et comment la transformation numérique peut améliorer la gestion du soin et faire en sorte qu'on soit mieux en France. Votre son, mettez votre son. Votre micro. Problème technique. Bon, on va revenir vers vous, David, ne vous inquiétez pas, on va essayer de résoudre ce petit problème technique. Et donc, on va faire en sorte que la troisième personne qui finalement est en distanciel, qui est Aude Niadianou. Alors, allumez votre micro, pardon, me dit David dans l'oreillette. Non, ça ne marche pas. On ne vous entend pas. Donc, Aude, est-ce que vous êtes là, Aude? En distance. Elle n'est pas là. C'est vidéo gag ou quoi? Eh bien, on va se faire un petit duo, monsieur Chauvin. Le professeur Chauvin, on va se faire une petite interview en tête-à-tête, en attendant que les problèmes techniques soient réglés. Je suis vraiment désolé de ces problèmes, mais que la régie est en train de résoudre. Monsieur Chauvin, l'un des problèmes aussi, vous me disiez quand on a préparé cette table ronde, c'est qu'on n'a pas de culture de la santé en France, qui est fortement défaillante, et parce qu'on a bâti ce système de santé sur la patientèle et non sur un système qui est plus populationnel. C'est quoi un système populationnel et qu'est-ce que ça apporterait pour mieux soigner les individus ? Ce qu'on a évoqué effectivement ensemble me semble être le principal changement qu'il faut faire, et assez rapidement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs. Moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup d'acteurs sont prêts. Actuellement, on a une approche par la patientèle, c'est-à-dire qu'on a moi, je suis médecin, hein, j'ai été formé comme ça, j'ai un patient en face de moi, je m'occupe du problème qu'il me pose, j'essaye de résoudre son problème, et il retourne chez lui. Une approche populationnelle consiste à repérer des facteurs de risque dans une population et à se dire qu'on porte une attention particulière à ces facteurs de risque. Et pour un système de soins, les établissements, les médecins, ça consiste, quand un patient vient leur parler d'un problème, d'en profiter pour repérer les facteurs de risque, agir sur ces facteurs de risque, les adresser. Je reçois, moi je suis cancérologue, oui. Je reçois un patient qui se plaint de signes qui peuvent évoquer un cancer, par exemple. Mais je repère une obésité, une hypertension artérielle, etc. J'en profite pour faire ce qu'on appelle des pratiques cliniques préventives et engager de la prévention sur ces facteurs de risque qui ne sont pas directement liés avec cette maladie.
Si je vais un peu plus loin, un médecin peut avoir repéré dans sa clientèle un certain nombre de facteurs de risque comme ça, et l'assurance maladie peut le prévenir qu'effectivement, il faut agir sur ces facteurs de risque. Et puis, un territoire peut se dire que l'obésité infantile est un facteur majeur qu'il faut aborder. Et donc, tous les acteurs mettent le paquet sur ce problème d'obésité infantile. Et ce n'est pas en disant aux enfants de moins manger que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Je veux dire, on sait maintenant comment marchent les déterminants. Le conseil individualisé ne suffit pas. Il faut créer un environnement, ce qu'on appelle un environnement favorable à la santé. Vous dites que les acteurs sont prêts. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ça se mette en œuvre alors ? Maintenant, j'aurais tendance à dire qu'il manque plus grand-chose, puisque la ministre a marqué prévention dans son... Enfin, on lui a marqué prévention dans son titre. Dans son titre, elle l'a dans sa feuille de route, et donc, de mon point de vue, tout est en place. Et pour répondre à votre question, en fait, on s'aperçoit que la culture de santé dans notre pays est très faible. On est un des pays où le niveau, ce qu'on appelle health literacy, de culture en santé, est un des plus faibles de tous les pays de l'OCDE. Et donc, il faut, dès le primaire, et c'est une proposition qui devrait se mettre en place, développer une culture de la santé sur laquelle pourront se greffer des messages de prévention. Car ce qu'on a de la peine à comprendre, c'est qu'un message de prévention ne peut avoir de l'impact que sur quelqu'un qui a un niveau de culture en santé suffisant. Sinon, ça ne marche pas, comme d'ailleurs tous les messages. C'est comme la culture économique qui est assez défaillante. La culture économique est du même niveau. Très bien. Merci, professeur Chauvin. On va essayer de se connecter avec Aude Niadanou. Aude, est-ce que vous êtes là ? Oui, vous êtes là. Oui, est-ce que vous m'entendez ? 1, on vous voit. 2, on vous entend. Donc, parfait. A priori, nous c'est déjà là bon. Tout à l'heure, mais apparemment, il y avait un problème technique. Donc, je sais. Un export de son. Là où je suis, je vois aussi les autres intervenants. On est bien tous présents. Super, parfait. Merci en tout cas, merci d'être là, même en distanciel. Donc vous êtes la fondatrice de l'hôpital et auteur d'un rapport justement sur la prévention en matière de santé des jeunes. Je voulais que vous nous expliquiez un petit peu votre méthode, parce que c'est pour ça qu'Olivier Véran vous avez demandé, vous avez missionné pour ce rapport sur la prévention des jeunes. Vous avez une méthode qui est en 3 temps, qui est assez inédite, pour essayer de trouver des solutions, notamment aux questions de soins et de mieux soigner la population. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des détails sur votre méthode originale ? Bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Aude Niadanou, je suis la fondatrice donc, de l'hôpital qui travaille sur toutes les questions autour de l'expérience patient, des parcours de soins, etc., avec toujours la même méthode, une méthode d'innovation collaborative qui s'appuie notamment sur les méthodes du design et on applique ça donc au milieu de la santé. Et de manière générale, on va toujours travailler sur les projets d'innovation avec 3 grandes phases. Une première phase d'étude des besoins, on va vraiment aller à la rencontre des usagers, à la rencontre des professionnels de santé et globalement de tous les acteurs qui vont être concernés par la thématique qu'on a choisie. On va vraiment recueillir leur expérience de manière très ouverte, très brute et faire sens de tout ce qu'on aura pu récolter pour préparer des ateliers d'intelligence collective, travailler donc dans cette deuxième phase vraiment en groupe, réfléchir ensemble avec des profils très différents sur des solutions qu'on peut imaginer vis-à-vis des problèmes rencontrés sur le terrain. Et enfin, une phase où on va plutôt être capable d'aller prototyper, d'aller créer un peu des brouillons de la solution pour la faire tester aux usagers et pour l'améliorer et donc répéter plusieurs fois cette phase de prototypage test. Donc ces 3 grandes phases qui sont finalement un peu, on pourrait dire que c'est du bon sens de travailler comme ça, mais qui sont rarement effectuées dans cet ordre et avec rigueur. Et donc nous, on développe beaucoup d'outils qu'on met à disposition du service de santé, du système de santé, pardon, pour pouvoir créer des innovations qui vont avoir une pertinence plus grande et qui vont être aussi plus facilement adoptées par les usagers puisqu'ils ont été impliqués dès le début de leur conception. Alors comment ça s'est traduit, Aude, en matière sur la jeunesse et sur la prévention des questions de santé de la jeunesse ? Parce que là, vous avez décrit la méthode. Maintenant, faisons le chemin d'après, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a donné sur la prévention en matière de santé des jeunes ? Oui, alors j'ai été sollicitée par le cabinet de l'ancien ministre maintenant, donc Monsieur Véran, pour travailler sur la promotion de la santé auprès des jeunes. Donc on a cadré les jeunes en disant que c'était la tranche 12-25 ans pour cette mission en tout cas. Donc je travaille en collaboration avec une jeune médecin qui s'appelle Pauline Martineau pour appliquer cette méthode justement sur comment est-ce qu'on peut trouver des messages de santé publique, comment est-ce qu'on peut promouvoir la santé auprès des jeunes de manière peut-être plus efficace.
puisque aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les messages ne touchent pas forcément les jeunes, ou en tout cas, c'est difficile de les intéresser à ces sujets-là. Et donc, on a été effectivement interviewer des jeunes, donc à peu près 70 personnes entre 12 et 25 ans, un peu partout sur le territoire, avec des caractéristiques variées en termes d'éducation, de milieu rural, urbain, en métropole, dans les dom-toms, etc., pour essayer de savoir pour eux qu'est-ce que signifie la santé et comment est-ce qu'ils prennent soin de leur santé. Donc là, ça a été des constats parfois très surprenants, puisque déjà pour eux, la santé, c'est être en bonne santé, c'est ne pas être malade. Donc déjà, leur expliquer que finalement la santé, c'est aussi bien manger, bien dormir, faire de l'activité physique, etc. C'était déjà parfois une découverte pour eux, parce que oui, mais la définition même de la santé n'est pas forcément enseignée. La définition de l'OMS qui parle de bien-être physique, mental et social est finalement assez méconnue. Et donc déjà leur dire, en fait, la santé, c'est déjà prendre soin de soi au quotidien, même quand on n'est pas encore malade. Donc il y avait cette première étape. Et puis après, quand on leur demande, par exemple, c'est quoi bien manger, ils nous répètent les slogans 5 fruits et légumes par jour, par exemple, ils les connaissent, mais ils savent pas comment les appliquer au quotidien. Et donc on a littéralement entendu parfois en atelier, par exemple à Nanterre, on avait fait un petit groupe de travail avec des jeunes qui nous disaient, moi quand je prends un kebab, salade, tomate, oignon, j'ai mangé 3 légumes. Et ça peut paraître hyper cliché, et pourtant alors, on l'a vraiment entendu. Kebab, tomate, entendu. oignon, 3 légumes. Salade, tomate, oignon. Mais vraiment, ça m'a marqué parce que quand ils ont dit ça, je me suis dit c'est une blague, mais c'était pas une blague. C'était vraiment pas pour me taquiner. C'était vraiment, certains pensent vraiment que ça fonctionne. Où ils disaient, est-ce que c'est 5 grains de raisin, est-ce que c'est 5 pastèques, on comprend pas. Voilà, des choses comme ça, c'est intéressant d'avoir les retours. Finalement, nous, on a vraiment voulu les remonter jusqu'au ministère. Donc, dans le rapport, il y a des verbatims, il y a vraiment des phrases qu'on a entendues de la part des jeunes, qu'on a voulu remonter. Et évidemment, on a aussi interviewé des professionnels de terrain, des infirmiers scolaires, par exemple, des éducateurs, etc. Et très rapidement, très rapidement, parce que c'est encore la méthode, mais si vous deviez donner 2 ou 3 mesures innovantes que vous avez proposées à l'issue de cette méthodologie que vous avez appliquée, quelles seraient-elles ? Une des mesures qui peut être assez emblématique qu'on a proposée, c'est de travailler sur un pass bien-être. Bon, alors le terme de pass, évidemment, maintenant, est un peu associé à des choses plus ou moins appréciées du grand public, donc il faudra le renommer à nouveau en intelligence collective avec des jeunes, je pense, mais en tout cas inspiré plutôt du pass culture, de se dire on va proposer aux jeunes d'aller remplir des questionnaires en ligne pour comprendre leurs besoins en termes d'information en santé, etc. On va leur proposer des financements, donc une petite enveloppe, qu'ils vont pouvoir dépenser en fonction de leurs besoins. Donc, par exemple, sur l'alimentation, avoir accès à des paniers de fruits et légumes avec des petites recettes pour commencer à avoir d'autres manières de s'alimenter. Sur le sport, pouvoir aller s'acheter des équipements sportifs, etc. Et donc, finalement, proposer un espèce de pack qui permet à la fois de nous avoir des retours en continu sur leurs habitudes de santé et sur leurs besoins puisqu'ils remplissent des questionnaires, et de leur proposer des débuts de solutions pour aller les intéresser à des nouvelles pratiques de santé. Ça, c'est une des mesures qu'on a proposées. Oui, une deuxième, rapidement. Après, je vais rebondir parce que tout à l'heure, M. Chauvin parlait du fait que l'école avait un rôle extrêmement important aussi à jouer dans l'éducation à la santé. Il y a une partie des mesures qui concernent l'école pour proposer vraiment entre guillemets des cours de santé, pour inclure dans les programmes aussi des temps dédiés, pour proposer de faire 30 minutes d'activités sportives par jour tous les matins en arrivant à l'école, marcher dans la cour de l'école et faire des activités physiques simples. On a proposé aussi de faire la journée pyjama à l'école, passer sa journée entière en pyjama pour pouvoir parler de sommeil et avoir un moment marquant dont on se rappellera et retenir un certain nombre de concepts sur comment bien dormir, parce que c'était un des sujets qui est beaucoup c'est parce que les jeunes vous ont dit qu'ils n'avaient pas envie de s'habiller le matin et donc ils avaient envie de passer la journée en pyjama à l'école. Non, mais ils nous ont dit qu'ils savaient pas comment faire pour qu'est-ce que ça voulait dire bien dormir et comment finalement apprendre à mieux dormir, quelles sont les bonnes pratiques avant d'aller se coucher, combien d'heures de sommeil on doit avoir par nuit, que tout ça ils le connaissaient pas, et que aussi finalement les moments marquants c'était quelque chose qui était apprécié et qui était retenu, qui disait moi il y a 4 ans je me rappelle qu'on a fait une journée à l'école où on a cuisiné et j'ai gardé des recettes de ça, et donc en transposant ça finalement au sujet du sommeil qui était très demandé, on a eu cette idée qu'on a proposée. Après, dans ma méthode que je vous ai présentée, il y a une phase de test qui va être essentielle, parce que là nous on a proposé des idées qui sont remontées, mais ce serait évidemment la suite, ce serait d'aller les expérimenter, de vérifier si ça fonctionne ou pas avant de les mettre à l'échelle.
Donc peut-être qu'un jour, nos enfants nous mettront dans le carnet de liaison qui doivent passer la journée en pyjama à l'école pour mieux apprendre comment dormir. Merci beaucoup Aude, en tout cas pour votre intervention. On va revenir sur David Gruson, donc le président d'Etikia et directeur des programmes de santé de Lumines. Est-ce que vous êtes avec nous, David ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend et on va vous voir dans un instant. Super. Merci en tout cas, et désolé pour le problème technique de tout à l'heure. Mieux soigner, c'est aussi faire plus de place à la transformation numérique, qui est une réalité. On l'a vu, j'en parlais en introduction avec Doctolib, mais il faut encore déverrouiller pas mal de process et agir sur une nouvelle prise de conscience. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour que cette transformation numérique aille véritablement au bout ? Oui, c'est un point très important, mais qui en même temps est subsidiaire par rapport aux enjeux centraux que le professeur Chauvin et Aude Niadaou viennent d'évoquer. Je suis sûr que Pierre-Henri Bréchard reviendra également dessus. C'est les sujets de santé publique. En fait, le numérique n'est pas une fin en soi, c'est un adjuvant. Mais c'est un moyen important. Au service de ces éléments de transformation. On voit aussi que ça peut être un débloqueur d'un certain nombre de leviers dans un système de santé qui a été trop longtemps figé sur un certain nombre de points. Le fait que là, la prévention soit affichée dans les objectifs du ministère, c'est une bonne chose. Ça fait partie d'ailleurs des angles de proposition du rapport que l'on a remis pour le MEDEF, qui l'a repris dans ses propositions. C'est le groupe de travail qu'on a coordonné avec Sophie Beaupère, qui est la déléguée générale d'Unicancer et Odile Mento. Donc un ensemble de propositions sur l'innovation dont le numérique est une des composantes très importantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement aller plus loin sur l'étape du numérique? D'abord, garder un agenda. Il y a un agenda de priorité d'action qui a été posé avec Dominique Pont et Laura Letourneau. Il faut garder ces éléments de priorisation, des éléments de socle ont été posés, mon espace santé. Notamment, mais un certain nombre aussi d'éléments de déblocage, de déverrouillage du régime de la télémédecine, de la téléconsultation. Il y a encore des blocages aujourd'hui ? Oui, on n'est pas allé complètement au bout du processus, notamment sur les questions de télésurveillance. Il y a un modèle économique qui a été posé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, mais qui appelle à être précisé, confirmé, si on veut répondre notamment aux défis que traçait le professeur Chauvin de l'accompagnement des maladies chroniques et métaboliques. Et puis on a un sujet important qu'on regarde de près également chez Lumines, qui est le développement de solutions d'intelligence artificielle au service de la prise en charge des patients. Ça passe par des choses qui peuvent paraître basiques, mais qui sont encore très importantes dans le quotidien des professionnels de santé. Aller vers le zéro papier effectif, digitaliser les dossiers médicaux, préqualifier les données de santé, le cas échéant en articulation avec le Health Data Hub pour faire monter notre patrimoine de données de santé activables dans le cadre de programmes de pilotage par les données ou de déploiement d'outils d'intelligence artificielle pour pouvoir notamment rendre le diagnostic de spécialité plus accessible aux patients. Ça paraît abstrait, mais c'est très pratique. Je vous donne un exemple. L'IA est déjà très opérationnelle maintenant pour le diagnostic de la rétinopathie du diabète ou de la dégénérescence maculaire liée à l'âge par interprétation de clichés de fond d'œil. Ce sont des solutions qui peuvent être accessibles dans la ruralité auprès du médecin traitant, auprès d'un infirmier de pratique avancée ou dans les quartiers urbains difficiles. Mais il faut définir le modèle de ça. Et il y a un rôle majeur de l'assurance maladie, mais aussi des organismes de protection complémentaire à mettre en place pour réellement passer surmultiplier de cette responsabilité populationnelle qu'on appelle aussi en bon français value-based healthcare, c'est-à-dire être capable d'aller chercher de la valeur en organisant mieux les soins. C'est une des thématiques de recherche centrale du professeur Bréchat qui a beaucoup contribué sur ces questions. Donc le numérique doit venir au service de ça et on va avoir besoin d'impulsion. Alors, des pouvoirs publics. Et un peu de régulation aussi, je pense, l'impulsion et régulation, parce que vous parlez de l'éthique. Oui, il y a peut-être aussi une régulation, vous parlez de l'intelligence artificielle, il y a peut-être une régulation éthique à faire sur l'utilisation justement de cette intelligence artificielle en matière de santé. Oui, vous avez raison, il faut marcher sur les deux jambes. C'est le sens de la notion qu'on a proposée depuis 2017 avec Etikia de garantie humaine de l'intelligence artificielle. C'est une construction collective, c'est une notion qui vient vraiment de la société civile, une réflexion académique portée par les professionnels de santé, par les représentants des patients, et qui est maintenant un standard dans la loi de bioéthique et dans le règlement européen sur l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on s'ouvre à l'innovation, on ne se fiche pas dans une version bloquée du principe de précaution, on s'ouvre à ces outils numériques et d'IA, mais par contre on les régule au fil de l'eau,
avec une supervision par les professionnels et les représentants des patients dans la phase de conception de ces outils et dans leur application en vie réelle, en gardant la traçabilité de cette supervision, notamment pour éviter des risques de dérive liés à ce que l'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique de ces outils, qui peuvent être très efficaces au départ médicalement, mais après dériver, notamment d'un point de vue éthique au fil de leur usage. Donc gardons ces outils sous supervision et d'une certaine manière la garantie humaine de l'IA que reprend le MEDEF dans ses propositions, il faut le souligner, est le pendant d'une impulsion très forte à continuer à donner sur l'innovation numérique en santé. Très bien. Merci David. On va essayer de se connecter avec Pierre-Henri Bréchat. Est-ce que vous êtes là, Pierre-Henri? Oui, bonjour. Bonjour. Merci et désolé pour les problèmes techniques de connexion tout à l'heure. On va conclure avec vous cette table ronde sur réformer pour mieux réformer pour mieux soigner, point d'interrogation. Et vous vouliez, j'avais prévu de le faire en introduction, mais on va le faire en conclusion, c'est pas grave. Vous vouliez sensibiliser un petit peu les internautes et les personnes qui assistent à cette Rêve Santé sur la vie quotidienne de responsable d'un hôpital qui doit faire face à des injonctions parfois contradictoires, très complexes, qui rendent ce grand machin ingouvernable. Quelles sont ces informations indispensables qu'il faut connaître pour piloter ce système de santé et qui le rendent fonctionnellement ingouvernable? Je vous remercie pour votre très belle invitation. On avait prévu d'aller pas à pas, en effet, à partir de cette porte d'entrée que vous ouvrez. Le temps, sans doute, nous en est compté, donc je vous propose d'aller un petit peu plus vite. On a la grande chance, et je vous remercie chaleureusement de cette opportunité-là, d'être avec des responsables d'entreprise. Donc on va imaginer ensemble que ce soit du public, du privé, de l'associatif, que le dispositif français est une entreprise, et vous venez d'en prendre la tête. Et vous faites le bilan de cette entreprise-là et commence à vous remonter les informations suivantes. C'est-à-dire, concernant votre patientèle, alors on va aller très très fort, par exemple votre clientèle, il y a 40 ans, il y avait eu un signal d'alarme montrant que 3% renonçaient à se servir de vos offres, et ça concernait essentiellement les yeux et la dentition. Et puis, il y a quelques années, il y a une autre étude qui a été publiée qui montre que c'est 65% de votre patientèle qui renonce à utiliser votre système. Et cette fois, c'est toutes vos offres de soins. C'est plus que les yeux et les dents, c'est absolument tout. C'est comme s'il y avait une crise de confiance, voire de défiance, notamment sur un problème de qualité qui toucherait l'ensemble de votre... Bien sûr. Plus que ça, vous découvrez que parmi vos cadres, parmi vos professionnels, certains vont se faire soigner dans d'autres systèmes étrangers qui ont d'autres résultats que les vôtres. Car ces questions de résultats aujourd'hui sont là. On voit bien, et je vous remercie pour vos formidables témoignages et interventions, qu'en effet, on a des potentiels absolument partout, mais il y a toujours un très bon quelque part pour une petite population, mais pas pour tout le monde. Et c'est la grande différence entre ce qu'on pourrait définir votre entreprise française comme étant un système artisanal, il y a toujours des bons artisans, avec des systèmes internationaux aujourd'hui qu'on va appeler modernes, c'est-à-dire qui donnent l'excellence adaptée à chacun, qu'on appelle la mass customisation, partout sur le territoire pour tout individu. Là, vous êtes sur une grande différence majeure. L'autre information qui vous revient, c'est que parmi vos professionnels, vous avez des lignes qui sont particulièrement touchées. Je pense aux médecins, où 50% d'entre eux ont été malades ou sont malades. Donc on voit bien qu'à l'intérieur, il y a un problème de santé de vos lignes de professionnels et surtout, vont-ils tenir dans la durée? On voit surtout qu'ils commencent à partir dans d'autres systèmes. Vous voyez, par exemple, j'ai la grande chance d'être hébergé par Madame Bouvray, qui est sur la Franche-Comté. On voit un grand nombre de professionnels partir, par exemple, sur la Suisse, sur l'Allemagne ou le Luxembourg. Et surtout, ces professionnels-là envoient leurs enfants faire leur faculté, faire leurs études de médecine dans d'autres pays internationaux, et ces enfants ne viennent pas. Donc on a un problème intérieur de professionnels sur le court, le moyen et le long terme. L'autre information importante que l'on a, c'est que si on était parmi les meilleurs du monde il y a une vingtaine d'années, force est de constater qu'on est dans tous les classements internationaux au milieu
du guet, c'est-à-dire dans la moyenne, alors que ceux qui étaient parmi les derniers sont aujourd'hui parmi les premiers. Donc il y a deux enseignements, c'est-à-dire globalement, en effet, il y a une question de système, mais deuxièmement, ça veut dire qu'il y en a qui ont trouvé des solutions aux défis qui sont les nôtres, dont notamment celle de la confiance, mais aussi pour résoudre nos défis comme les déserts médicaux, le manque de prévention, atteindre des objectifs de santé publique comme ça a été énuméré, se doter des outils informatiques qui permettent de faire la différence. Et vous voyez, c'est ça que vous découvrez. Il y a un élan dans votre entreprise ou dans votre système. Il y a une pléthore de tentatives, de financement, mais jamais c'est décisif pour remporter complètement les enjeux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça, pour casser ça et pour transformer ça en opportunité positive? Eh bien, vous faites comme les autres responsables qui avant étaient dans les classements beaucoup plus bas que vous. C'est-à-dire vous allez voir à l'international ce qui fait cette différence-là. Comment être décisif? Alors, évidemment, David en a parlé, je le remercie, sur l'excellence de l'intelligence artificielle ou des systèmes informatiques systémiques qui permettent de faire la décision, pour redonner notamment une information en ligne de professionnels aux établissements, pour pouvoir se comparer les uns les autres et amener l'ensemble vers de l'excellence. Mais aussi, on voit bien qu'il faut investir sur la prévention et la santé publique, mais à partir de données aujourd'hui scientifiquement valables et connues, et donner un but collectif à chacun qui fasse sens. Donc ce qui prédomine, c'est les travaux de Berwick sur le triple M, 3 objectifs collectifs à atteindre d'une façon obligatoire. Un, ce qui fait sens pour la population, c'est l'amélioration de l'état de santé de la population, et je remercie le professeur Franck Chauvin d'avoir largement dévoilé ce qu'il fallait faire. Deuxièmement, sur les lignes de soins, il faut accroître drastiquement la qualité. Donc, c'est sauver plus de vies, c'est sauver plus de vies en bonne santé, c'est réduire les handicaps, réduire les souffrances. Et ça part là des soignants. Vous voyez, ça fait sens, ça engage, avec des bonnes organisations, avec du bien-être au travail. Et bien sûr, tout le monde doit être concerné par l'équilibre financier et la réduction des coûts. Ça, c'est le triple M. Et aujourd'hui, vous avez des outils informatiques qui permettent de donner de l'information à tout le monde sur ces lignes-là et finalement de pousser le système vers de l'excellence pour tout le monde et partout. Alors, bien sûr, il y a d'autres organisations au niveau territorial qui sont très importantes, notamment l'évolution de nos hôpitaux de proximité ont imaginé, inventé, co-construit ce qu'on appelle les centres multidisciplinaires et d'urgence pour prendre en charge donc les pathologies chroniques, pour développer la prévention, pour désengorger les urgences, adossés à des centres de santé et d'urgence, adossés eux-mêmes à des centres de santé et réseautés au niveau régional et national grâce à des grands CHU redynamisés sur de l'enseignement et de la recherche, comme le professeur Franck Chauvin l'a développé dans son excellent rapport. Donc pour conclure, vous voyez, il faut aussi un management de confiance, avec des personnes qui vont apporter des résultats, qui vont apporter une écoute. Et c'est ma conclusion, et là je voulais saluer vraiment le MEDEF pour la table ronde qui avait été réunie ici, parce qu'il y a tout. Vous voyez, il y a ce qu'ils appellent la Dream Team, pour transformer avec réussite un système. Vous voyez, vous avez le responsable de la santé publique, on va dire le champion de la santé publique à qui il faut adosser évidemment la qualité des soins. Vous avez la championne de la prévention, vous avez le champion du système informatique national et vous avez un stratège. Voilà, on a tout, il n'y a plus qu'à nommer. Eh ben, c'est le mot de la fin, et puis moi, pas mis dedans, comme ça c'est à moi de conclure, c'est formidable. Responsable de la conclusion. Merci en tout cas tous les quatre pour cette table ronde. Je vous renouvelle mes excuses pour les petits problèmes techniques de connexion, mais c'est inhérent malheureusement à la technologie. Mais on a quand même réussi à se parler et à avoir des propos intelligents et intelligibles pour les internautes. On fait une dernière petite pause et on se retrouve pour la conclusion de cette matinée, de cette Rêve Santé. Merci.